Je présenterai notre second invité, professeur Pierre Lévy, professeur à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en intelligence collective. Alors écoutez, après la présentation du professeur Lévy, il y aura une période de questions où vous pourrez intervenir. Merci. Alors c'était assez délicat pour moi d'intervenir devant vous ce matin parce que je ne suis pas juriste, n'est-ce pas ? Bon, et je suis plutôt un spécialiste de la virtualité qu'un spécialiste du droit. Alors, je me suis dit comment aborder le problème et je suis parti donc d'une habitude que j'ai depuis une quinzaine, une vingtaine d'années de réfléchir à la manière dont la digitalisation, la mise en ligne, la virtualisation transforme les manières de penser, les formes de connaissances, les mémoires collectives. Et puisque le droit est quand même un corps de connaissances et qu'il rassemble une vaste mémoire, jurisprudence, loi, etc., et qu'il y a des pratiques intellectuelles en droit, et que comme les ordinateurs sont sinon des technologies intellectuelles, au moins des supports de technologies intellectuelles. Donc, finalement, la question à laquelle je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de commencer à répondre, en tout cas que je devais poser, c'est celle de la transformation du droit par ce mouvement de virtualisation que nous connaissons. Donc voilà la question posée. Alors d'abord, ça met du temps. Bon. Alors d'abord, je voudrais mettre rapidement en contexte la situation dans laquelle nous sommes. Il a été rappelé au début de ce colloque que nous vivons une mutation de culture ou de civilisation majeure dont nous n'avons pas encore vu tous les effets à cause de l'arrivée du cyberespace, mais il faut rappeler que ce n'est pas la première mutation culturelle ou civilisationnelle majeure liée à de nouveaux outils symboliques. Parce que quand l'écriture est arrivée, il est clair que de nouvelles formes de connaissances sont apparues, des connaissances qui n'étaient plus exprimées sous forme de récits, sous forme de mythes, mais qui ont commencé à pouvoir s'organiser de façon systématique, notée. Et également, la mémoire a connu une transformation majeure à ce moment-là, la mémoire sociale, la mémoire collective, puisque avant l'invention de l'écriture, au fond, ce qu'une société, une tribu pouvait connaître ne pouvait pas excéder la mémoire d'un groupe de vieillards. Et puis à partir de l'invention de l'écriture, eh bien, la connaissance a pu s'accumuler d'une façon bien plus considérable. Avec l'invention de l'alphabet, alors je distingue l'écriture et l'alphabet parce que les premières écritures, comme vous le savez, étaient idéographiques et comportaient un très grand nombre de caractères. La particularité de l'alphabet est d'être phonographique, c'est-à-dire on écrit le son au lieu d'écrire les idées, et surtout, il n'y a que 30 signes au lieu d'y en avoir des milliers. Donc c'est beaucoup plus facile à apprendre à lire et apprendre à écrire avec l'alphabet qu'avec les système de signes antérieurs. Je dis antérieur, bon, attention, parce qu'en Chine, ils ont encore une écriture idéographique, ce qui, vous imaginez, les claviers chinois, hein, parce que comme ils ont à peu près 10 000 caractères, ou l'imprimerie en Chine. C'était beaucoup plus complexe qu'avec l'alphabet, et de toute façon, c'est plus long et plus difficile à apprendre. Ceci dit, ça développe d'autres habiletés mentales que celles que nous avons. Cependant, l'alphabet a quand même historiquement constitué un avantage considérable pour les sociétés qui l'ont adopté, du fait que beaucoup plus de gens pouvaient apprendre à lire et à écrire, et surtout que la lecture et l'écriture n'étaient plus le privilège d'un groupe professionnel, les scribes, qui généralement travaillaient dans les temples ou pour l'État, mais c'est répandu dans l'ensemble de la population. Et il ne faut pas oublier non plus que, puisqu'on parle d'État de droit, que
la démocratie a été inventée dans les sociétés alphabétisées parce que la majorité des citoyens pouvaient avoir accès à la loi. Mais également, on peut remarquer que le grand développement de la philosophie, un certain nombre de connaissances à caractère universaliste se sont développées essentiellement, je pense aux Grecs, dans des sociétés alphabétisées, et puis que ça a été un avantage considérable par rapport à d'autres sociétés, les Égyptiens, les Mésopotamiens, etc. Ce n'est pas un hasard si Alexandre, l'empire grec, a vaincu les empires égyptiens et mésopotamiens et a imposé la langue et l'écriture grecque. Bon. Ensuite, il y a eu de grands empires qui se sont fondés sur l'alphabet, l'empire romain, l'empire arabe, et même on peut considérer l'empire, disons, européen du Moyen-Âge. Mais alors, la grande mutation suivante dans l'histoire des outils symboliques ou des technologies intellectuelles, c'est bien sûr l'invention de l'imprimerie, qui est le premier des masses médias. Alors, je rappelle que l'imprimerie est probablement une des conditions nécessaires, qui a été nécessaire à la grande révolution scientifique, sciences expérimentales et sciences de la nature, à l'époque de la Renaissance, XVIIe, XVIIIe siècle. S'il n'y avait pas eu d'imprimerie, il n'y aurait pas eu l'accessibilité au texte, l'accessibilité aux données chiffrées, l'accessibilité aux cartes, l'accessibilité aux dessins, par exemple en botanique ou en zoologie ou en médecine, etc. Donc, la possibilité d'accumuler des grandes bibliothèques avec les gens qui avaient accès à ces bibliothèques, etc. Donc, n'oublions pas qu'une extraordinaire mutation épistémologique est liée à l'invention de l'imprimerie. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que nous vivons aujourd'hui à une époque où s'annonce une mutation de civilisation qui est probablement aussi importante que celle qui est liée à l'invention de l'écriture ou à l'invention de l'imprimerie. 50 ans après Gutenberg, on n'avait pas encore vu grand-chose. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 50 ans après l'invention de l'ordinateur et on n'a pas encore vu grand-chose. Il faut plusieurs générations pour que toutes les conséquences culturelles d'un changement dans les outils symboliques puissent se manifester. Et j'ajouterai, et puis j'en dirai quelques mots, probablement le cyberespace comme matrice culturelle technique, comme matrice technique d'une nouvelle culture, n'est pas achevé. On n'en est qu'au tout début. Néanmoins, on peut déjà reconnaître 3 grands traits qui sont là pour rester et qui sont absolument originaux dans toute l'histoire de la culture humaine. Premièrement, l'ubiquité, c'est-à-dire que quand un document est quelque part dans le réseau, il est partout dans le réseau, au moins virtuellement. Donc la possibilité de l'ubiquité. Je ne dis pas des personnes, hein, je dis des signes. Bien qu'avec la visioconférence, bon, mais enfin, on envoie une image, on ne s'envoie pas soi-même. Mais tous les signes sont potentiellement ubiquitaires. Alors ça, c'est une énorme révolution. Deuxièmement, tous les documents, et quand je dis documents, ça peut être aussi bien des textes, de l'image, du son, de la musique, des logiciels, tout ce qu'on veut, tous les documents sont virtuellement interconnectés. Alors, cette interconnexion générale, elle est ou actuelle ou virtuelle. Alors, je dirais, l'interconnexion actuelle, c'est tout simplement quand il y a un lien hypertexte entre une page et une autre sur le web. Ou dans une base de données, si vous pouvez suivre un lien d'une donnée vers une autre. Ça, c'est la connexion actuelle. Et puis, il y a une interconnexion virtuelle. Même des sites
qui ne sont pas reliés par des liens hypertextes peuvent être rassemblés sur commande, en quelque sorte. Quand vous interrogez Google et que vous avez sur la première page de réponse une liste de sites, eh bien, ces sites ont été interconnectés par l'opération de Google. Ils ont été rassemblés automatiquement en une seconde, parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Bon, il se trouve qu'ils n'avaient peut-être pas grand-chose en commun, simplement une chaîne de caractères en commun, mais voilà, l'interconnexion est là. Donc, vous avez des documents qui sont ubiquitaires et qui sont tous interconnectés, et finalement, troisième trait, nous disposons d'automates manipulateurs de symboles, de robots qui sont capables d'agir sur des symboles, de calculer, de computer. Alors, mais ils sont capables de faire des opérations arithmétiques, des opérations logiques, et à partir de ces opérations logiques et arithmétiques, toutes sortes d'opérations, n'est-ce pas? Des opérations sur des images, des opérations sur du son, des opérations sur des logiciels, etc. Et donc, les documents en question qui sont dans le cyberespace sont animés de l'intérieur par des robots. Et ces robots peuvent présenter les documents sous un angle ou sous un autre, ce qu'on appelle l'interactivité, à un utilisateur. Et l'utilisateur peut les modifier très facilement une fois qu'il les a téléchargés, etc. Donc, ce qu'on a, et alors il faut penser les trois choses en même temps, l'ubiquité, l'interconnexion et l'animation par des robots manipulateurs de symboles. Et tout ça rassemblé dans une mémoire numérique unique, mondiale. Bon, il va falloir franchement plusieurs générations avant que la culture, les concepts, les manières de penser, etc., accompagnent cette mutation qui est en train de se dessiner. Alors, je voudrais attirer orienter votre réflexion sur la question de la mémoire. Et là, je ne parle pas de la mémoire biologique personnelle, je parle de la mémoire sociale, de la mémoire collective, de la mémoire culturelle. Mémoire culturelle qui, bien sûr, parce que je vous rappelle que ces couches-là, elles s'accumulent les unes sur les autres. Hein. C'est pas parce qu'on est écrit qu'on parle plus, n'est-ce pas? Puis c'est pas parce qu'on utilise l'alphabet qu'on n'utilise plus des formes idéographiques. Par exemple, l'écriture arabe pour les nombres, si vous regardez bien, c'est pas de la phonographie, c'est bien de l'idéographie. On utilise toujours des idéogrammes. Et puis, c'est pas parce qu'on a inventé l'imprimerie qu'il n'y a plus d'alphabet, etc. Donc, ce sont des couches qui s'ajoutent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la mémoire collective, même si elle passe toujours par l'oralité, passe quand même beaucoup et de plus en plus par des documents externes. C'est-à-dire que la mémoire humaine collective est externalisée dans un ensemble de documents ou d'enregistrements. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, imaginez une bibliothèque où les livres ne seraient pas catalogués et où seraient tous empilés comme ça les uns sur les autres, eh bien, ça serait absolument inutilisable. Donc, la notion même de mémoire implique pas seulement l'idée de l'enregistrement, mais aussi l'idée d'un système d'indexation, de classification, de comment on retrouve les données, comment on les exploite, etc. Donc la mémoire, c'est les deux. Et évidemment, la partie opératoire, c'est-à-dire le système d'exploitation de la mémoire, est très importante, parce que c'est celle qui permet d'exploiter la présence des documents. Bon. Alors, une chose est certaine, c'est que, donc je rappelle ce que je viens de dire, le cyberespace ouvre une nouvelle ère de disponibilité des documents. Alors j'ai parlé de l'aspect technique, ubiquité, interconnexion, etc. Mais il faudrait ajouter la quasi-gratuité, hein, de la reproduction, de l'accès. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, tous ces documents sont là. Et il y en a des milliards et ils rassemblent quasiment, ou ils vont rassembler progressivement toute la mémoire de l'humanité. Vous savez sans doute que la plupart des grandes bibliothèques, des grands musées, des grands centres de recherche ont
comme programme de numériser tous leurs fonds et de le mettre en ligne. Ça va prendre des années, d'accord ? Mais ça a déjà commencé. Et puis c'est ça qui s'en vient. Le problème, c'est que le système d'exploitation n'est pas encore tout à fait au point. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque je vous rappelle qu'avant 1993, c'est-à-dire il y a moins de 15 ans, le web n'existait pas. Donc c'est rien, c'est moins qu'une génération. Donc on n'a pas encore eu le temps de mettre au point des nouveaux outils pour organiser cette mémoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, comment se fait... Pourquoi je dis que le système est encore en construction, incomplet, inachevé? Bon. D'abord, c'est très difficile. Idéalement, il faudrait que les ordinateurs ou des programmes très perfectionnés soient capables de comprendre les textes écrits en langue naturelle pour nous aider à naviguer dans cette immensité qui est pas infinie, qui est toujours finie, mais qui est pour nous pratiquement infinie. Or, bon, les chercheurs en intelligence artificielle ont essayé, ça ne marche pas. On ne peut pas interpréter de manière fine, automatiquement, des documents écrits en langue naturelle. Parce que les langues naturelles sont fondamentalement irrégulières. La grammaire est irrégulière, leur vocabulaire évolue tout le temps, se diversifie, etc. Bon, c'est pas possible. Et alors, non seulement les langues naturelles ne sont pas computables, mais en plus, il y en a beaucoup. Parce que si au moins il n'y en avait qu'une, ça faciliterait les choses. Mais ce n'est pas le cas. Et, bien entendu, on a des systèmes d'indexation, de classification, ceux qui étaient utilisés, par exemple, dans les bibliothèques. Mais ils ont, pour la plupart, été imaginés avant les ordinateurs. Donc, ils n'exploitent pas la puissance de calcul des ordinateurs, puisqu'il n'y en avait pas, donc ils n'ont pas été conçus pour ça. Et en plus, là encore, il y en a beaucoup, et ils sont incompatibles. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez la bibliothèque du Congrès aux États-Unis et si vous regardez la bibliothèque nationale en France, les systèmes d'indexation, de classification, de catalogage sont différents et organisés selon des principes différents. Alors, voilà le problème, si vous voulez, de la mémoire en ligne. Ceci dit, on voit déjà des choses apparaître qui n'existaient pas avant. Alors, je vous donne juste 4 exemples que probablement vous connaissez déjà. Bon, Wikipédia, je ne développe pas, tout le monde est au courant. YouTube, ou YouTube pour les vidéos, Flickr pour les photos, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des lieux où les gens accumulent des images. Comme dans Wikipédia, c'est une immense mémoire où les gens accumulent des connaissances encyclopédiques. Un autre type de mémoire, c'est celui qui est représenté par le site Delicious, où là, ce que les gens partagent, ce n'est pas des textes ou des images, c'est des signets, c'est-à-dire, ou des bookmarks, si vous voulez. Donc les gens partagent leur choix ou leurs préférences en matière de site web, ce qui fait que les recherches peuvent être filtrées par les choix des gens qui participent à cette communauté, au lieu que les résultats des recherches soient simplement décidés automatiquement par des logiciels, comme par exemple pour Google. Donc il y a déjà un choix, il y a déjà un filtrage qui a été fait, et surtout, ça permet aux gens d'indexer eux-mêmes les documents. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, parce que dans les bibliothèques, par exemple, il y avait des professionnels qui indexaient, qui cataloguaient les documents. Là maintenant, la tendance qu'on appelle le social tagging, alors tagging ça veut dire poser une étiquette, hein, taguer, mais en fait ça veut dire indexer, et donc ce qu'on voit apparaître, c'est que ce sont les usagers qui cataloguent les documents, et qu'il y a une sorte de démocratie du catalogage, ou une démocratie du tagage. Bon. Et puis, il y a les fameux systèmes d'échange de fichiers pair à pair, dans lesquels, au fond, les gens peuvent s'associer pour partager le contenu de leur disque dur. Donc, tous ceux qui sont connectés au même moment, je simplifie, partagent la même mémoire. Bon.
Ça, voilà, ce sont des formes nouvelles de mémoire. Et quels sont leurs points communs? Bon, elles sont d'abord entièrement mondiales, toutes, depuis le début. Ce pas des choses qui ont été constituées nation par nation à partir de collections déjà existantes. Elles sont démocratiques, égalitaires, non hiérarchiques, inclusives, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction entre auteur et lecteur, tout le monde peut participer, tout le monde peut écrire. Il y a une interaction directe, en temps réel, et, bon, je dis, elle pose les bases d'une forme limitée d'intelligence collective participative, parce qu'évidemment, la mémoire est une partie importante de l'intelligence. Donc s'il y a une mémoire collective que nous créons tous ensemble et que nous organisons collectivement, ben, c'est une certaine forme d'intelligence collective. Mais, à mon avis, on n'a encore rien vu. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, on n'a pas résolu encore ces problèmes-là. Alors, on pouvait dire, mais de toute façon, on ne pourra jamais résoudre ces problèmes-là. Ah, en sommes-nous si sûrs? Imaginons que nous puissions résoudre ces problèmes-là. Que se passerait-il? Est-ce qu'à ce moment-là, la mémoire commune ne serait pas infiniment plus puissante? On a du mal à imaginer ce que ça pourrait être. Bon. Alors, de même que l'histoire des outils symboliques peut se comprendre comme une accumulation de couches, eh bien, je crois que l'histoire du cyberespace peut aussi se comprendre comme une accumulation de couches. Mais des couches de quoi? Bon, ça ne marche pas. À mon avis, la meilleure façon de comprendre l'histoire du cyberespace, c'est de l'analyser comme une succession de systèmes d'adressage. Vous n'avez pas de cyberespace sans ordinateur. D'accord? Un ordinateur, c'est deux choses. C'est une mémoire et un processeur qui va lire et écrire dans cette mémoire et transformer le contenu de la mémoire. Ça ne pourrait pas fonctionner si il n'y avait pas de système d'adressage très précis de la mémoire de l'ordinateur, si on ne savait pas où se trouvait quel bit exactement. Et les systèmes d'exploitation des ordinateurs, la plus grosse partie, c'est le système d'adressage de la mémoire matérielle de l'ordinateur. Donc les transistors, les petites choses qui sont capables de prendre l'état 0 ou 1. Donc tout ça doit être adressé, sinon ça ne fonctionne pas. La deuxième couche, c'est Internet. Alors là, ce n'est pas l'adressage des bits dans la mémoire des ordinateurs, c'est l'adressage des serveurs dans le réseau. Si on veut que tous les ordinateurs puissent s'envoyer des messages entre eux, il faut qu'ils aient une adresse. Sinon, ce n'est pas un système de communication. C'est comme un système postal. Et vous savez qu'Internet, c'est rien d'autre qu'un protocole. Un protocole de quoi? Un protocole d'adressage. C'est-à-dire qu'on adopte le même système d'adressage pour tous les serveurs, et c'est comme ça qu'ils peuvent envoyer et recevoir des messages. Alors, parallèlement à la révolution de l'Internet, il y a eu la révolution des micro-ordinateurs. Et on a vu arriver l'informatique personnelle, les communautés virtuelles et le début de la convergence des médias. Parce que justement, on avait adressé les ordinateurs à l'intérieur d'un réseau. Vous voyez les transformations sociales qui sont liées, ou épistémologiques qui sont liées à ça. La grande invention suivante, ça a été celle du web. Alors le web, qu'est-ce qu'il adresse? Les pages des documents. Alors ça, c'est le fameux HTTP, // etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà l'adresse de la page. Alors si on n'avait pas l'adresse de la page, on ne pourrait pas faire un lien hypertexte entre une page et une autre, évidemment. Et vous remarquez que cet adressage est, en principe, indépendant de l'adressage Internet ou de l'adressage des ordinateurs. Ce sont des couches qui sont relativement autonomes, mais bien entendu, aucune couche supérieure ne peut marcher sans les couches inférieures. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas liées sur le plan normatif qu'elles ne sont pas liées. Enfin, elles ne sont pas liées sur le plan normatif, mais elles sont liées sur le plan existentiel. L'une ne pourrait pas exister sans l'autre.
Et alors, à mon avis, il va y avoir une autre couche. Au moins une autre couche. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Alors, aujourd'hui, si vous cherchez le mot, par exemple, mot, sur Google, vous allez écrire M-O-T. D'accord? Et ce que Google va chercher, c'est la suite de caractères M-O-T. Ce n'est pas le concept de mot. Parce que si vous faites une recherche sur mots, tous les documents où il y a words, vous n'allez pas les trouver. Ni d'ailleurs les documents où il y a parole, d'accord, en italien. Alors, ça se complique parce que parole, ça veut dire parole en français, puis parole en italien, ça veut dire mot, ça ne veut pas dire oui, bon. Les moteurs de recherche actuels ne traitent absolument pas cette question-là. C'est seulement des chaînes de caractères. Ils ne cherchent pas des concepts, ils cherchent des chaînes de caractères. Et en plus, bon, dans les réponses qu'ils donnent, tous, ils vous classent de la première réponse à la dernière, et ce n'est pas vous qui choisissez l'ordre dans lequel c'est classé. Alors, si vous ajoutez ces deux choses-là, plus le fait qu'ils ne traitent que 15 à 20% maximum du contenu du web, d'accord ? Alors, on est toujours content parce qu'on trouve quelque chose, mais en réalité, c'est extrêmement rudimentaire. Extrêmement rudimentaire, et au niveau de l'ensemble du web, on n'est pas du tout aussi avancé que le degré de perfectionnement qu'on a atteint dans les bibliothèques, par exemple. Alors qu'en principe, avec les outils qu'on a, ça devrait être beaucoup plus puissant comme recherche. Mais en fait, ça l'est moins. Bon, il y a la recherche plein texte qui permet de compenser un petit peu. Mais, alors, à mon avis, et je travaille là-dessus, là, c'est pour ça que c'est mon sujet de recherche, on va mettre au point un système d'adressage sémantique, c'est-à-dire un système d'adressage des concepts qui va être indépendant des langues naturelles. Mais un système d'adressage des concepts. Pourquoi indépendant des langues naturelles? Parce qu'on se débrouille très bien avec les langues naturelles. Parce qu'elles sont non computables, les langues naturelles. Donc il faut un système d'adressage des concepts qui soit computable. À partir de ce moment-là, on peut imaginer un dictionnaire ou une série de dictionnaires entre les concepts, le codage des concepts et leur expression en langue naturelle. Et le codage des concepts peut être, disons, rendu invisible pour les utilisateurs. Les utilisateurs ne voyant jamais que les mots en langue naturelle qui correspondent, ou les expressions, si c'est plus complexe. Mais au niveau sous-jacent, il y aurait cette couche de codage des concepts. Et à partir du moment où vous avez un codage des concepts qui est calculable, alors là, ça veut dire que vous pouvez faire des recherches extrêmement fines, que vous pouvez faire des raisonnements automatiques, que vous pouvez faire un type de manipulation symbolique qui est, par exemple, aussi subtil ou aussi complexe que ce que vous pouvez faire sur des images. Aujourd'hui, avec des morphings, des transformations, je change la couleur, je ne change pas la forme, je change la forme, je ne change pas la couleur, etc. Vous pourrez faire le même genre de choses, mais sur les concepts. Parce qu'aujourd'hui, les images sont codées avec des pixels. Mais les significations ne sont pas codées du tout. On n'a que des caractères, on ne code pas les significations. Alors maintenant, ma question c'est, imaginons que ce programme de recherche se réalise. Comment est-ce que les sciences humaines, les sciences sociales vont pouvoir utiliser cette nouvelle situation ou cette nouvelle organisation de la mémoire et quelles conséquences ça risque d'avoir? Parce que une de mes hypothèses, c'est qu'on a eu la révolution des sciences de la nature, disons en gros au XVIIe siècle, comme un des, pas le seul, mais comme un des résultats, je veux dire, c'est pas la seule condition, c'était une condition nécessaire, la disponibilité du matériel imprimé. Alors, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une révolution équivalente
mais dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales, comme résultat de la révolution du cyberespace. Parce que l'ensemble de la mémoire humaine étant disponible, la possibilité d'une codification des concepts étant là, et surtout à partir de là, la possibilité d'une manipulation automatique de cette mémoire extrêmement subtile, extrêmement poussée, et aussi le fait que la plus grande partie de la vie sociale ou bien va passer par le cyberespace, ou bien va être enregistrée d'une manière ou d'une autre dans le cyberespace, on va pouvoir observer la vie sociale ou l'intelligence collective humaine directement, enfin directement, entre guillemets, par l'intermédiaire. Si vous voulez, le cyberespace peut devenir une sorte de grand instrument pour observer l'activité humaine. Alors attention, hein, parce que là, je m'adresse à des juristes, des gens qui veulent protéger la vie privée et tout. Donc, c'est les concepts qui vont être codifiés. Hein. On n'est pas obligé de mettre les données personnelles. D'accord ? Il faut bien distinguer les deux. Hein. Alors, là, je passe. Donc, si on regarde... Alors, je ne suis pas juriste, je connais très mal l'histoire du droit, mais j'imagine qu'il y a toujours eu des usages, des coutumes dans toutes les sociétés humaines, mais qu'évidemment, avec l'invention de l'écriture, il y a eu une mutation majeure, c'est la codification écrite des lois, d'accord, ou même des coutumes, la notation des coutumes, le fait qu'on puisse s'y référer, etc. Bon. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une recodification du droit? Et là, ça serait plus seulement sous forme écrite, mais sous la forme d'ontologie informatique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, je ne sais pas, levez le doigt, parce qu'il faut que je sache, levez le doigt, ceux qui savent ce que c'est qu'une ontologie. Bon, ça fait 3, 4, bon, une minorité. Bon. Alors donc, en gros, une ontologie, c'est la formalisation des concepts d'un certain domaine et la formalisation des relations entre ces concepts, et éventuellement la formalisation des événements qui peuvent arriver dans le domaine en question. Bon. Alors aujourd'hui, il y a des formats de données standards qui permettent d'exprimer les ontologies, mais à l'intérieur de ces formats de données, les concepts sont exprimés en anglais ou en chinois ou en français ou en italien. Ce qui fait qu'on peut faire des calculs automatiques à l'intérieur d'une ontologie, mais que les ontologies, si on ne fait pas un énorme travail de connexion entre elles à la main, sont incompatibles les unes avec les autres. Or, il y en a des milliers et des milliers. Puisque forcément, chaque domaine de connaissance est organisé différemment. Personne n'a la même hiérarchie de concepts, etc. Puis personne n'a les mêmes concepts. Et bon. Alors, si on pouvait exprimer la grande diversité des ontologies dans le même système de codage des concepts, attention, il s'agit de contenir dans le même espace universel une diversité pratiquement infinie. Il ne s'agit pas d'uniformiser. Hein. Ne confondons pas universalité et uniformisation. Hein. C'est deux choses complètement différentes. C'est un peu comme si on disait, bon, ben voilà, toutes les formes de vie auront le même système de codage, l'ADN, c'est le même pour toutes les formes de vie. Par contre, il y a des centaines et des milliers et des millions d'espèces, pour ne pas parler de tous les écosystèmes possibles et imaginables. D'accord ? Donc c'est un peu ça que j'ai en tête. Hein, cette espèce de codage unique pour une multiplicité pratiquement infinie de cultures, de sous-cultures, d'écosystèmes de culture, etc. Bon. Alors, imaginons que le savoir juridique mondial puisse être formalisé de cette façon, et accessible en ligne, et susceptible d'une foule d'opérations automatiques. Alors, c'est ça l'expérience de pensée à laquelle je vous invite. Alors, sachant que les droits nationaux sont tous différents,
sont organisés éventuellement selon des principes différents, sachant qu'il y a toutes les relations entre les droits nationaux et le droit international, alors là, on peut faire la liste, le droit pénal, le droit civil, le droit commercial, administratif, machin. Bon, il y a une extraordinaire diversité. Mais cette diversité pourrait communiquer sans uniformisation, mais on pourrait articuler les choses. Et on pourrait éventuellement les enchasser les unes dans les autres. Bon, j'ai entendu, par exemple, ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, les Canadiens ont enchâssé une certaine partie du droit international dans le droit national. Alors, ce genre d'opération pourrait être, bien sûr, tout à fait facilité par ces choses-là. Mais aussi, l'enseignement, l'aide à la décision, énormément de choses. Et je voudrais terminer... Peut-être que je n'ai pas parlé assez longtemps, je ne sais pas. Je voudrais terminer sur certaines questions. Si jamais cette chose-là arrivait, à mon avis, au bout d'un moment, ça donnerait beaucoup plus de pouvoir aux usagers. Parce que ça rendrait le droit un peu plus transparent qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça permettrait aussi de construire des systèmes d'aide à la décision pour des gens qui ne seraient pas forcément des grands spécialistes ou des experts. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe déjà au niveau médecine, hein, quand les médecins se font contester par leurs patients parce qu'ils ont vu sur Internet que, etc., etc. Bon, alors des fois, ce n'est pas du tout fondé, mais d'autres fois, les patients participent à des groupes de discussion en ligne et ils sont très, très bien informés, et des fois mieux que le médecin. Bon. Il se trouve que l'information en médecine, à ma connaissance, est beaucoup plus facile à trouver que l'information en droit. Aujourd'hui, trouver un renseignement au sujet d'un problème juridique, c'est extrêmement complexe si on n'est pas un spécialiste, si on n'est pas abonné aux bonnes bases de données, si on n'est pas déjà dans un réseau de gens qui connaissent, etc. Bon. Mais dans l'avenir, ce ne sera pas forcément le cas. Ce sera beaucoup plus transparent. Est-ce qu'on n'irait pas, alors la deuxième question, est-ce qu'on n'irait pas tranquillement, sinon vers une égalisation, mais au moins vers une articulation ou un dialogue beaucoup plus facile entre droits nationaux? Par exemple, chaque fois qu'on crée une nouvelle loi dans un pays, on pourrait vérifier la compatibilité avec les lois des autres pays ou avec le droit international, etc., d'une manière standard. Alors là, encore pire, est-ce que le droit ne serait pas directement créé sous cette forme, sous une forme d'ontologie, au lieu que ça soit sous une forme écrite, disons, en langue naturelle, littéraire ou spontanée, ou dans le jargon du droit? Ça serait dans une langue formelle qui serait directement interprétable par les ordinateurs. Étant entendu, attention, j'ai toujours précisé que cette langue formelle permettrait des distinctions, des différenciations, une complexité infinie. D'accord ? Il ne s'agit pas de limiter. D'accord ? Il s'agit de formaliser. C'est deux choses différentes. Et puis alors, bon, il y a la question non pas de la décision juridique automatique, mais de l'aide à la décision, qui serait, là encore, incroyablement facilitée. Bon, on en a plein des systèmes d'aide à la décision qui fonctionnent aujourd'hui, mais en général, c'est dans des domaines limités, justement ceux qui ont pu être formalisés par une ontologie quelconque. Mais dans la mesure où toutes les ontologies pourraient communiquer les unes avec les autres, on peut imaginer des systèmes d'aide à la décision beaucoup plus puissants ou qui travailleraient dans des environnements conceptuels d'une bien plus grande portée. D'accord ? Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est faire un petit peu d'épistémologie fiction. Et bien sûr, le droit a un regard à porter sur toutes les transformations qui viennent du monde numérique. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il va être transformé de l'intérieur par cette transformation, parce que cet univers numérique, c'est un support de technologie intellectuelle, de technologie symbolique. Hein ? Et bien sûr que dans symbolique, il y a beaucoup, quoi. Il n'y a pas seulement la signification au sens sémantique, mais bon, vous parliez tout à l'heure
des rituels, de la théâtralité, etc., on peut imaginer aussi des formes de rituels associés à ces nouvelles technologies intellectuelles. Hein. C'est pas du tout. Il ne s'agit pas de dire bon, maintenant tout est froid et rationnel, on oublie. Non, 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 non. On est toujours des êtres humains sociaux, etc. Donc, mais on utiliserait une couche d'outils différentes, supérieure, en quelque sorte plus puissante que celle qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Pierre Lévy, pour cet exposé très intéressant et fascinant. Alors écoutez, on a un petit peu de retard, mais enfin, c'est pas bien grave, on est entre nous. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur les exposés qui viennent d'être faits, celui de Daniel ou celui de Pierre? Vous pouvez poser votre question de votre siège, là, quoi qu'il y a des micros, mais bon, oui, il y a des micros, d'accord, oui. On peut peut-être passer le micro éventuellement. Sinon, j'en conclurai que vous avez vraiment très soif de café, mais je vois Yves Poulet, d'accord. Il y a un micro derrière toi, Yves, si tu veux, pour les enregistrements, ou alors peut-être le prendre et le... J'espère que je ne vous prive pas trop de café, mais je dis que j'étais fasciné par la dernière présentation et je me suis posé quand même deux questions. Une première est à propos des mémoires collectives. Hein. Vous avez donné différents exemples de mémoires collectives et j'étais intéressé par les distinctions que vous faites. Google est déjà une mémoire collective, YouTube est une mémoire collective. Je me suis dit, tiens, par rapport à ces mémoires collectives organisées par des entreprises privées, vous mettez en évidence, Wikipédia est un bel exemple, mais vous avez donné le P2P, un peer-to-peer comme autre exemple. Vous donnez des exemples de réappropriation par les individus. Alors, ma question est de savoir effectivement quel est l'avenir de cette réappropriation collective par les citoyens du net. Le deuxième réflexion, c'est à propos du web sémantique, et je veux dire que véritablement, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort, et notamment les fameuses ontologies. Vous les avez décrites comme des choses très ouvertes. Hein, à savoir qu'effectivement, on essaie de mettre en évidence un certain nombre de concepts. Je suis en train de travailler justement sur les problèmes d'ontologie en matière de propriété intellectuelle. Et j'ai été étonné comme les travaux dans ces domaines amènent plutôt à figer les choses. Et comme véritablement, effectivement, on voit très bien l'évolution. C'est-à-dire qu'une fois que c'est défini, on voit très bien, évidemment, l'idée du système d'aide à la décision et d'avoir effectivement un raisonnement au type binaire, c'est permis ou c'est pas permis, ou éventuellement ceci est conforme au droit ou ceci n'est pas conforme au droit. Or, vous attirez l'attention sur le fait d'une ouverture et d'une plus grande liberté. Alors, j'aurais voulu savoir comment vous y arrivez. En fait, les deux questions sont liées. Parce que si vous me permettez, je vais vous montrer une petite slide que je ne vous ai pas montrée pour ne pas abuser du... Alors, voilà. Parce que le web sémantique, c'est pas vraiment le web sémantique, c'est ça le truc. Ça s'appelle web sémantique, mais c'est pas vrai. Vous voyez, ici, en fait, le web sémantique, c'est l'utilisation... Bon, Unicode, c'est pour coder les caractères. D'accord ? Ça veut dire... Parce que au tout début, on pouvait coder que les caractères latins sans accent. D'accord ? Et maintenant, avec Unicode, en principe, vous avez toutes les formes d'écriture, le chinois, le coréen, l'hébreu, l'arabe, tout ce que vous voulez. Bon, donc ça, c'est bien. XML, c'est un système de description de la structure des bases de données. Je simplifie. Bon. RDF, ça veut dire Resource Description Framework. C'est un système de catalogage des données du web. C'est pour dire, bon, ben voilà, cette page a été écrite par telle personne, elle concerne tel sujet. Mais elle concerne tel sujet, c'est écrit en anglais, ou en français, ou en chinois, ou en espagnol, etc. Ce n'est pas un codage des concepts. Et puis, OWL, c'est Ontology Web Language. Et ça, c'est un système, c'est une norme pour formater
les données au sujet des ontologies. D'accord ? Il faut bien distinguer l'ontologie, c'est-à-dire la structure que vous établissez entre différents concepts, et puis la manière dont le web sémantique recommande de formater les données en question. D'accord ? Et ça, c'est super rigide, d'une part, et d'autre part, la seule chose qui est standardisée ici, c'est le format des données. Ce n'est pas l'adressage des concepts. Donc, pour moi, ce n'est pas du web sémantique, c'est encore du web logique. D'accord ? Et d'ailleurs, tous les gens qui travaillent en intelligence artificielle se sont reconvertis là-dedans, parce que c'est logique. D'accord ? Alors moi, ce que je dis, si vous voulez vraiment faire de l'intelligence artificielle, sortez de la... Évidemment, on a besoin de la logique, mais vous en avez aussi besoin de la sémantique. Et tant que vous n'aurez pas formalisé la sémantique, vous ne vous en sortirez pas. D'où... Voilà, alors ça, c'est le langage que j'ai inventé qui s'appelle Information Economy Meta Language. Mais bon, la syntaxe n'a pas encore été publiée, etc. Bon, le livre sortira dans 2 ans, donc là, je ne peux pas encore vous dire achetez mon produit, etc. Et il n'est pas prêt. Je suis en train de travailler dessus. Et alors, pour répondre à votre question, ça va avec un protocole d'intelligence collective. Et l'idée derrière ça, c'est qu'au lieu d'avoir un moteur de recherche unique pour tout le monde, d'accord, privé en plus, dont la principale finalité, et Dieu sait que je suis pour le capitalisme, n'est-ce pas ? Mais il se trouve que, évidemment, la principale finalité de Yahoo ou de Google, c'est de faire le maximum de bénéfices. C'est normal, on ne peut pas leur reprocher. D'accord ? Donc, ce n'est pas que les gens trouvent ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils restent le maximum de temps sur le moteur de recherche pour voir les publicités, parce que c'est à ça qu'ils sont payés. Il ne faut pas oublier ça. Alors, à mon avis, le futur, c'est un système de mise en réseau d'une foule de moteurs de recherche, chaque moteur de recherche étant animé de l'intérieur par une ontologie particulière, c'est-à-dire un point de vue sur la mémoire. Et donc ça permettrait de formaliser, que chaque personne ou chaque groupe puisse formaliser et s'approprier un point de vue sur la mémoire, c'est-à-dire une liste de priorités, c'est-à-dire, bon, tel concept m'intéresse, tel autre ne m'intéresse pas, des systèmes de filtres, des systèmes d'interrogation, de navigation, etc. Et que tous ces moteurs de recherche personnels, en quelque sorte, ou collectifs de groupes qui partagent la même ontologie, s'échangent leurs métadonnées sémantiques, P2P. D'accord ? Donc ça serait une intelligence collective de moteurs de recherche, et tous ces gens-là tagueraient les documents, chacun à leur façon, bien entendu. Hein, il n'y aurait pas de système, tel document, c'est ça qui veut dire, on a décidé que voilà, c'était ça les concepts importants dans ce document. Non, chaque groupe peut taguer les documents à sa façon. Mais chacun peut avoir accès aux tags que les autres ont posés sur tous les documents. Donc, ça enrichit. C'est-à-dire qu'on préserve les singularités, mais on fait fonctionner l'intelligence collective. Alors, c'est ça le programme que j'essaye de mettre de l'avant. Et je vous assure que j'en ai parlé naïvement aux gens de Yahoo et de Google, et ils n'étaient pas contents. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Monsieur et Pierre Noro ensuite. En France et au Québec, tel ou tel article n'a pas la même notion. 1457 correspond à 1382 en France. Donc, donc c'est des grosses difficultés en fait par rapport au droit, clairement. Parce que ce n'est pas une question seulement de langue et de sens qu'on peut donner, c'est une question de pays, de nation et de système juridique. Parce qu'en fait, chaque système juridique, et même chaque sous-système juridique, a une ontologie. Exactement, oui. D'où l'immense importance d'être dans un espace où
Voilà. C'est ça c'est ce problème d'adressage qu'à mon avis, il est vraiment nécessaire de prendre à bras le corps et qui ne l'est pas aujourd'hui dans la recherche standard en informatique et encore moins en sciences humaines. Clairement. Et ce qui fait que dans ce point-là, la dimension langue, finalement, apporte peu. Parce que qu'on soit de Belgique, du Québec ou de France, bon, finalement, le droit est différent, même s'il y a même des sources équivalentes. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est la même chose entre les disciplines, par exemple. Ouais. Dans même si on parle la même langue. C'est des univers mentaux différents. Exactement. Il s'agit de formaliser, Ouais. ne serait-ce que pour expliciter les différences. C'est ça. Merci.